À la une de l'actualité de ce jour, la 21e édition de la fête de moisson de la MEDA, la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2017 au siège de la mission à Abidjan, Yopougon. Ils sont 7 nouveaux disciples de Jésus-Christ qui sont sortis de l'école du dimanche de l'église évangélique protestante SEMA de Koumassi 05. Ces nouveaux serviteurs de Jésus-Christ ont été célébrés le dimanche 19 novembre 2017. Chauffard 2017, la première édition de la caravane d'évangélisation de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon Trois-Rouges, Temple Shalom, s'est déroulée du 7 au 12 novembre dernier. Jésus fait tout à merveille, tel était le thème de cette caravane d'évangélisation. Les futurs pèlerins ivoiriens qui se rendront en Israël dans le cadre du pèlerinage organisé par Béni TV et King Voyage ont reçu leur kit de voyage. C'était le jeudi 23 novembre dans les locaux de la télévision. À l'international, mis sous la pression par l'armée et son parti politique, Robert Mugabe a fini par lâcher le pouvoir. Dans ce journal, les différentes réactions à travers le monde. 3 semaines après avoir annoncé sa démission, le premier ministre libanais Saad Hariri est de retour dans son pays. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis, au chapitre Religion. La 21e édition de la fête de la moisson à la MEDA, la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, dirigée par l'archevêque Kassida Zito, s'est déroulée le mercredi 15 novembre 2017 au siège de la dite mission à Abidjan, Yopougon. De nombreuses autorités ecclésiastiques et administratives ont pris part à cette fête de moisson. La 21e édition de la fête de moisson à la MEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, était un rassemblement ecclésiastique qui restera gravé dans les mémoires. Un programme majeur qui a rassemblé plusieurs fidèles, aussi les autorités administratives, politiques et religieuses. Un moment de réjouissance en témoigne la fanfare qui accompagne le peuple jusqu'au siège de la MEDA dirigé par l'archevêque Kassida Zito. Après les différentes articulations, place aux intervenants. L'archevêque Kassida Zito, président fondateur de la MEDA, a pris la parole dans cette belle atmosphère de joie pour s'adresser au peuple. Aussi longtemps que vous avez participé à la construction d'une église, d'un lieu de prière, aussi longtemps où vous avez aidé quelqu'un à trouver de quoi manger, croyez-moi que Dieu se souviendra toujours de votre action. Le président d'honneur de cette fête de la moisson, le révérend Afian, après avoir donné un message fort et rempli de vertu, s'est prononcé sur la nature du programme. Aujourd'hui est une journée de réjouissance et d'action de grâce. Et c'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous bénissons ce moment pour l'église du bishop Kassi, qui a une mission d'œuvre, d'œuvre pour l'œuvre de l'esprit, pour l'œuvre de la grâce et l'œuvre de la bénédiction pour chaque enfant de Dieu sur cette terre. Même son de cloche pour M. Bernard Yoman, représentant son excellence, Mme Bidi, qui s'est félicité de la mobilisation. Le message délivré est assez édifiant, mais surtout ça fait coïncide avec la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est l'occasion, au nom de Mme Bidi, de lancer un appel à chacune et à chacun des Ivoiriens de faire en sorte que la paix soit notre quotidien. Cette 21e édition de la fête de la moisson a été une réussite totale, moment de réjouissance, de gaieté, d'amour et surtout de reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Comme annoncé dans les titres, l'église évangélique protestante CMA d'Abidjan Koumassi 05 a célébré le dimanche 19 novembre 2017 la sortie de sa 5e promotion de l'école du dimanche. La belle cérémonie a été suivie pour vous par une équipe de Béni TV. Le culte dominical du 19 novembre 2017 a revêtu un cachet spécial à l'église protestante évangélique CMA de Koumassi 05 à Abidjan. Et pour cause, les chrétiens CMA de Koumassi 05, conduits par le surintendant Kwaku Julien, célébraient la sortie de la 5e promotion de l'école du dimanche. Composée de 7 jeunes disciples du Christ, la 5e promotion de l'école du dimanche CMA Koumassi 05 est baptisée Promotion Zabulon. Elle a pris l'engagement de servir Dieu avec zèle et amour.
Pilier fondamental de l'éducation de l'enfant chrétien, l'école du dimanche lui apprend à se baser sur Jésus-Christ à travers 7 classes d'âge allant d'1 à 24 ans. Après plusieurs années de formation, les jeunes pensionnaires de l'école du dimanche de la promotion Zabulon mesurent dans leur vie quotidienne l'impact de cet enseignement biblique. Il faut dire que l'école de dimanche m'a appris plusieurs choses. Depuis tout le bas âge, je ne connaissais pas Christ et c'est une tante qui m'a envoyé à l'église alors que mes parents ne connaissaient pas Christ. Mais par l'école de dimanche, par mes prières, par la prière aussi de mes tontons, mes parents ont accepté Jésus-Christ et cela je rends gloire à Dieu parce que c'est l'école de dimanche qui m'a appris à prier pour ma famille, à prier pour mes frères et sœurs et à prier pour que je puisse évoluer aussi dans la vie. Pour le surintendant Kwaku Julien, pasteur de l'église Sema Koumassi 05, et M. Kofi Kwaku Hervé, premier responsable national des écoles du dimanche de l'église Sema de Côte d'Ivoire, l'encadrement des enfants et des adolescents doit être une priorité dans l'église. Une cérémonie de l'école du dimanche est la bienvenue parce que pendant plusieurs années de formation, nous voyons que Dieu intervient dans la vie de ses enfants. Donc, il faille que nous, responsables de l'église, nous organisons une cérémonie en l'honneur de notre grand Dieu pour le célébrer. C'est vrai, il y a l'église, la grande église, mais la parole de Dieu est aussi destinée aux enfants. Comme on l'a vu aujourd'hui dans Lamentation chapitre 4, verset 4. Il dit que les enfants ont soif de la parole de Dieu. Les enfants ont faim de la nourriture qu'est la parole de Dieu. Mais qui va leur donner cette nourriture? La promotion Zabulon a passé le flambeau à la prochaine promotion avec les prières et les bénédictions des pères spirituels. Nous, promotion Zabulon, avons reçu ce flambeau de la promotion Judas. Nous avons gardé cette flamme allumée par la mise en pratique de la parole de Dieu et nous ont enseigné les moniteurs de l'école du monde de Koumassi 05. Chauffard 2017, la première édition de la caravane d'évangélisation initiée par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon Trois-Rouges, Temple Shalom, s'est déroulée du 7 au 12 novembre 2017. Jésus fait tout à merveille. Tel était le thème de ce chauffard 2017, meublé par des projections de films, une caravane d'évangélisation de rue et un concert de clôture. Une ambiance surchauffée a régné l'après-midi du dimanche 12 novembre 2017 à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon Trois-Rouges, Temple Shalom. Le corps du Christ a participé massivement à ce concert d'évangélisation et de restauration, marquant l'apothéose de Chauffard 2017, la première édition de la caravane d'évangélisation organisée par la dite église. Débutée le mardi 7 novembre 2017, la caravane d'évangélisation Chauffard 2017 a été en outre meublée par des projections de films et une sortie d'évangélisation de rue. Pour le pasteur Abbé Dominique, pasteur en second de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon Trois-Rouges, les objectifs sont atteints. L'urgence de notre tâche en tant que serviteur de Dieu, c'est que l'évangile soit prêché, annoncé à toute la création. Et nous avons en cette année 2017, en fin de cette année, organisé cet événement dénommé Chauffard. Et Chauffard parce que c'est l'élément, l'outil qui fait appel au peuple de Dieu pour une convocation solennelle dans laquelle le Seigneur parle à son peuple. Et nous avons dénommé cela le chauffard parce que à travers chauffard, nous voulons vraiment faire appel à toute l'humanité pour annoncer la parole de Dieu. Les objectifs ont été atteints parce qu'au moins une âme est sauvée. Mais il y en a plus parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit. Mais nous avons que plus qu'une seule âme. Plus de 70 personnes ont accepté Jésus-Christ au cours de ce chauffard 2017. La caravane d'évangélisation que nous avons dénommée Chauffard avait dans sa phase pratique 3 axes. Le premier, on a fait 4 soirées de projection de films. Le second, le samedi 11, toute l'église, au son des fanfares, on a fait 3 groupes pour prendre les itinéraires au niveau du quartier de Trois-Rouges.
au son de la fanfare et puis on est passé pour également aussi annoncer la bonne nouvelle. C'est vraiment bien passé. Et le troisième axe aujourd'hui, c'est le conseil d'évangélisation et de restauration que vous êtes venus vous-même constater. Je voudrais juste ajouter que Dieu a béni notre programme au point où ce matin, on avait près de 70 personnes qui étaient avec nous au culte en semaine, qui se sont donnés et qui sont venus au culte avec nous. Ce concert de clôture a aussi été l'occasion de conforter les nouveaux convertis dans leur choix en Jésus-Christ. L'orateur du jour, le révérend Jean-Marie Tiako, a pour ce faire développé le thème du chauffard 2017, Jésus fait tout à merveille. Les artistes invités, eux, ont entretenu une très belle ambiance par leurs prestations très appréciées par le grand public de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Trois-Rouges, Temple Shalom. Initié par l'ONG chrétienne Excellencia, le programme Dieu veut faire 2017 3e édition s'est déroulé le mercredi 15 novembre 2017 au théâtre de la Cité à Abidjan, Cocody. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tel est le thème de ce Dieu veut faire 2017 3e édition qui a eu pour orateurs les révérends Jean-Baptiste Nielbien et Jean-Marie Tiako. La journée du mercredi 15 novembre 2017, journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, a été mise à profit par l'ONG chrétienne Excellencia et le Corps du Christ pour célébrer l'Éternel Dieu à travers la 3e édition 2017 du programme de prière Dieu veut faire. Conduit par le groupe de chantres Excellencia, les chrétiens venus nombreux au théâtre de la Cité de Cocody sont entrés en intimité avec Dieu dans de longs moments d'adoration. Placé sous un thème évocateur intitulé « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée », le programme Dieu veut faire 2017 3e édition a été un moment de prières intenses, mais aussi des moments d'enseignement avec les révérends Jean-Baptiste Nielbien et Jean-Marie Tiako. Ces éminents orateurs ont enseigné aux chrétiens présents les secrets bibliques pour vivre une vie d'exaucement. La Bible nous décrit dans le chapitre 11 d'Hébreux combien de fois les anciens ont eu les yeux de la foi pour triompher de toutes les difficultés, tous les défis qui étaient dressés devant eux. Alors Dieu, dans son essence, ne peut être vu par un homme et vivre, comme la Bible déclare. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Seul le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans le sein du Père, l'a vu et le connaît. Et tous ceux qui ont vu Dieu l'ont vu avec les yeux de la foi. Moïse l'a vu, Jacob l'a vu, Ésaïe l'a vu. Dans Ésaïe chapitre 6, il vit Dieu avec les yeux de la foi. Dieu s'est révélé à des milliers de personnes par les yeux de la foi. À l'église de Jésus-Christ par les yeux de la foi. Et aujourd'hui encore, il veut se révéler à toi. Dis Amen. Celle qui s'est regardée à Dieu et celle qui s'est renoncée à soi pour obéir à la volonté de Dieu, la véritable foi. C'est elle dont le christianisme du 21e siècle a besoin. Une foi vivante, une foi active et une foi qui permet au royaume de Dieu d'avancer. C'est de cela qu'il s'est agi en substance et pour simplifier les choses. Pour les participants du VFR 2017 3e édition, a été un cadre de bénédiction et de repositionnement en Jésus-Christ. C'est sûr, à Dieu veut faire 2017 3e édition, chaque chrétien présent a pu voir Dieu face à face dans une atmosphère surnaturelle marquée par le Saint-Esprit. Ils sont plus de 80 Ivoiriens qui participeront du 26 novembre au 4 décembre prochain au pèlerinage en Israël organisé par la chaîne de télévision Béni TV et l'agence de voyage King Voyage. Ces pèlerins ont reçu chacun un kit de voyage. C'était le jeudi 23 novembre 2017 dans les locaux de Béni TV.
C'est une grande joie pour moi parce que, vous voyez, on vient à peine de finir la réunion où nous avons distribué les kits pour le voyage. Tout le monde a reçu son passeport, le billet d'avion, les assurances, c'est-à-dire on leur a donné la panoplie d'éléments pour qu'ils puissent être bien, ne pas avoir de problème. Je ne vais pas pour moi-même, je vais pour mon fils. Le Seigneur m'a fait grâce, à plus de 40 ans, me donnait un fils, un prophète. Et je lui ai dit, s'il me donne cet enfant, je vais à la Terre Sainte. Je monterai à la Terre Sainte pour lui rendre grâce, pour témoigner de sa puissance, de sa fidélité. Je suis vraiment très ému de participer à ce pèlerinage. Depuis longtemps, j'attendais cette belle occasion d'aller visiter la terre d'Israël et voir tous ces sites dont on parle, dont la Bible parle, tous ces lieux, toutes ces villes dont la Bible parle. Ouvrons à présent la page africaine de cette édition d'information en nous rendant au Zimbabwe. L'annonce de la démission du président Robert Mugabe a donné lieu à de nombreuses réactions à travers le monde. Ils ont tous salué le dénouement pacifique de la crise politique dans ce pays. Les réactions se multiplient après l'annonce par le président du Parlement de la démission de Robert Mugabe, 93 ans, dont 37 passés au pouvoir. En Angleterre, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Boris Johnson, s'est félicité de ce départ du président et affirme que son pays est enfin prêt à accepter le retour du Zimbabwe dans le Commonwealth, tout en formulant le vœu de voir ce pays entrer dans une nouvelle ère. Bien sûr, nous devrons attendre et voir exactement comment cela va se dérouler. Mais à première vue, c'est un moment d'espoir pour le Zimbabwe. Et le peuple zimbabwéen, depuis 37 ans, languit sous un despote qui appauvrit le pays. Et ce que nous espérons maintenant, c'est une nouvelle ère. Avoir un gouvernement légitime pour mener à bien la transition, c'est le vœu de milliers de Zimbabwéens qui ont célébré toute la nuit du mardi le départ de l'ex-président Robert Mugabe. De son côté, l'UA a également appelé à un transfert de pouvoir pacifique de sorte que l'avenir démocratique du pays soit sauvegardé. Le calme est enfin revenu à Nairobi, dans la capitale kenyane, après les violences qui ont suivi l'annonce officielle de la confirmation de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Kisumu, le fief de l'opposition qui a enregistré le pic des violences, connaît lui aussi un retour au calme. Retour au calme mardi dans la capitale kenyane Nairobi, au lendemain d'une journée mouvementée après la validation de la réélection du président Uhuru Kenyatta par la Cour suprême. Même climat dans plusieurs autres villes du pays, notamment à Kisumu, fief de l'opposition qui a connu un pic de violence ces dernières semaines. Ce qui s'est passé avec le verdict d'hier, nous en sommes heureux parce que nous avons maintenant retrouvé la paix dans notre pays et nous espérons que tout ira bien. Le président de la Cour suprême, David Maraga, a annoncé lundi le rejet par les 6 juges de 2 recours demandant l'invalidation du scrutin. Décision qui confirme du coup la réélection du président Kenyatta, provoquant tensions et troubles dans plusieurs districts de la capitale kenyane. Violences qui ont fait au moins 2 morts, dont un à Nairobi. Le leader de l'opposition Raila Odinga, qui a réagi depuis Zanzibar où il était en déplacement, parle d'une décision prise sous la contrainte. Société. Au Rwanda, il est de plus en plus difficile pour les populations d'avoir accès à des logements abordables. Selon des prévisions, le pays va enregistrer un déficit de 344 000 logements en 2020. Wamurera Tonis est une mère célibataire de 3 enfants. Elle a récemment bénéficié d'une maison neuve avec 64 autres familles vulnérables dans un village modèle situé dans le secteur de Gikomero, l'une des zones rurales de la ville de Kigali. Je suis très contente et ça m'a pris du temps pour réaliser qu'une personne comme moi puisse vivre dans une si belle maison. Avant, je vivais dans une maison plus petite et pas conforme, au point où lorsqu'il pleuvait, il était quasiment impossible pour les enfants et moi d'y dormir. On était constamment inquiets et on ne pouvait rien y faire. Ce sont des maisons de 3 chambres avec salon, cuisine, douche et toilette. Le village dispose de tout le nécessaire pour que les citoyens puissent bénéficier de tous les services de base.
Il y a un marché, une école, un atelier de menuiserie et même un poste de santé. Notre gouvernement tient à ce que chacun puisse s'épanouir, même le plus pauvre. Selon les autorités rwandaises, ceci est un modèle de village et de maison que le citoyen moyen doit habiter à Kigali. Seul problème, tout le monde ne peut pas avoir plus de 10 millions de francs rwandais pour acquérir une telle maison et le gouvernement ne peut pas offrir des maisons à plus de 60% de toute la population de Kigali. Celle-ci a besoin de logements abordables selon le rapport de la mairie de la capitale rwandaise. Tout citoyen qui commence la construction d'une maison d'habitation doit se conformer aux normes du plan directeur de notre ville. L'un des problèmes qui se présentent est que cela coûte très cher pour la plupart des Kigalois, mais on collabore étroitement avec les investisseurs étrangers et notre secteur privé pour essayer de remédier à cela. Kigali compte actuellement au moins 20 projets de construction de logements qui vont augmenter de près de 20 000 le nombre de logements sur le marché à un prix variant entre 5 à 500 millions de francs rwandais. Selon des experts, la majorité des habitants de Kigali ne peut pas s'offrir ce luxe. Une étude du ministère rwandais des infrastructures indique que Kigali pourrait faire face à un déficit de 344 000 logements en 2020. Le Caire a rouvert le point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Une première depuis que le Hamas avait chassé les représentants de l'autorité palestinienne de cette enclave en juin 2007. Le portrait de Mahmoud Abbas accroché à la porte du point de passage de Rafah, symbole de la reprise de contrôle par l'autorité palestinienne. C'est elle qui supervise l'entrée et la sortie des bus de l'enclave de Gaza. Ce n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Les autorités égyptiennes ne permettent l'ouverture du point de passage que 3 fois par semaine. C'est donc au compte-gouttes que les Gazaouis peuvent quitter le territoire. Je voyage pour recevoir un traitement médical. Cela fait longtemps que j'attends le jour où je pourrai traverser la frontière et consulter un ophtalmologue parce qu'ici à Gaza, nous n'avons pas le traitement dont j'ai besoin pour mes yeux. Le point de passage est si rarement ouvert qu'une fois qu'on l'a traversé, on ne connaît jamais avec certitude la date du retour, à l'image de cette femme venue rendre visite à son père à Gaza. Quand j'ai su que mon père ne se sentait pas bien, j'ai dû revenir et cela fait maintenant 10 mois que je suis bloquée à Gaza. J'ai essayé de partir par le point de passage d'Erez, mais je n'ai pas réussi. Les Palestiniens espèrent donc une ouverture permanente, comme avant 2007. 30 000 Gazaouis ont demandé à passer en Égypte au cours des derniers mois. Malgré le transfert de responsabilité du Hamas à l'autorité palestinienne, l'Égypte n'a pour l'instant pas l'intention d'ouvrir plus souvent le point de passage. Ouvrons à présent la page internationale de notre journal en nous rendant sur le continent américain. Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, un statut spécial permettait aux Haïtiens de rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa et d'y travailler légalement. Ce statut a pris fin lundi, ont annoncé les autorités américaines. Le coup est rude pour les Haïtiens qui avaient trouvé refuge aux États-Unis depuis le séisme de 2010. 7 ans après le cataclysme qui a fait des dizaines de milliers de morts, Washington estime que le pays s'est remis sur pied tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire. La conclusion est simple, ce TPS, statut de protection spéciale, n'est plus justifié. Un statut qui permet encore aujourd'hui à ces réfugiés de rester sur le sol américain après l'expiration de leur visa et de travailler légalement. Pour les ONG et les élus qui suivent ces familles installées aux États-Unis depuis des années, cette décision est incompréhensible. Nous avons près de 60 000 Haïtiens qui ont quitté Haïti après le tremblement de terre. 25% d'entre eux sont propriétaires d'entreprises. 27 000 enfants nés aux États-Unis d'Haïtiens qui ont le TPS, c'est inhumain, c'est déraisonnable. Cette suppression du TPS était pressentie depuis plusieurs mois. Des milliers d'Haïtiens installés aux États-Unis ont donc fui dès le début de l'été vers le Canada pour y demander l'asile. Ces hommes et ces femmes ne veulent pas d'un retour dans leur pays où les catastrophes naturelles, les turbulences politiques et une épidémie de choléra ont entravé la reconstruction. Les militants veulent une solution politique.
Nous sommes assez déçus, mais nous n'allons pas abandonner. Nous avons 18 mois pour continuer à nous battre et faire pression sur les membres du Congrès des deux côtés pour faire adopter un projet de loi qui permettra de trouver une solution permanente pour les destinataires du TPS. Ce statut spécial disparaîtra en effet en juillet 2019. Une volonté américaine pour que chaque Haïtien ayant fui vers les États-Unis après le tremblement de terre puisse organiser son retour ou, s'il le souhaite, demander un statut migratoire légal. 3 semaines après l'annonce de sa démission faite en Arabie Saoudite, le Premier ministre libanais Saad Hariri est de retour à Beyrouth, au Liban. Il revient ainsi d'une tournée qu'il a conduite dans plusieurs pays à travers le monde. Saad Hariri, de retour chez lui. 3 semaines que le Premier ministre n'avait pas foulé le sol du Liban. Depuis l'Arabie Saoudite, il avait quitté ses fonctions brutalement le 4 novembre, accusant le Hezbollah de menacer le pays et sa vie. Face aux journalistes qui l'attendaient à l'aéroport de Beyrouth, Saad Hariri n'a pas fait le début d'un commentaire sur ce qui l'a amené à rejoindre Riyad. Lui qui a toujours affirmé y être de son propre gré, alors que le président Aoun a accusé les Saoudiens de l'avoir pris en otage. Quoi qu'il en soit, son retour a été accueilli comme une libération par ses supporters. Par milliers, ils sont descendus dans les rues de Beyrouth. Concert de klaxons, drapeau du mouvement de Saad Hariri. Le Premier ministre a été accueilli comme une rockstar dans un pays divisé entre pro et anti-Hezbollah. On ne peut pas décrire notre sentiment. Beyrouth est de retour et le Liban aussi. Quand le Cheikh Saad est au Liban, nous sommes en vie. Quand il est à l'étranger, nous sommes morts. Sans le Cheikh Saad, il n'y a pas de Liban. Dans les jours qui viennent, Hariri va devoir clarifier sa position sur sa démission. Peut-être lèvera-t-il alors le voile sur les raisons de son étrange voyage. Allons à présent à la découverte de l'île de Sainte-Hélène, perdue au beau milieu de l'Atlantique Sud. L'île de Sainte-Hélène vit désormais une révolution. Elle est enfin accessible par avion, mais l'inauguration de son aéroport a pris du retard et beaucoup d'habitants de cette île sont désormais endettés. Johnny Hearn a tout misé sur le tourisme. Avec son bateau importé d'Écosse, cet habitant de l'île de Sainte-Hélène espérait emmener les visiteurs le long des côtes pour observer baleines et dauphins au milieu de l'Atlantique. Il a engouffré 200 000 € dans ce projet, mais les retards de l'aéroport l'ont asphyxié. Ça a été très dur quand ils ont dit que l'aéroport avait du retard. J'avais 3 boulots à un moment donné, juste pour payer mon loyer et survivre au jour le jour. L'île sur laquelle Napoléon est mort en exil est aussi un paradis pour randonneurs et plongeurs. Avec le nouvel aéroport, les autorités britanniques tablaient sur l'arrivée de 30 000 touristes par an à Sainte-Hélène. Ils seront finalement entre 3 et 5 000 selon l'Office du tourisme. Une fréquentation plus limitée que prévu, mais plus régulière qu'à l'époque de la liaison par bateau. Avec le bateau, ce qu'il se passait, c'est qu'on avait des visiteurs toutes les 2 semaines depuis le Cap. Ils restaient environ 8 nuits, puis repartaient. Et pendant les 2 semaines suivantes, l'île était complètement morte. Il faut aussi compter avec une offre hôtelière restreinte. 121 lits sont disponibles sur toute l'île de Sainte-Hélène. Quelques établissements ont bien ouvert leurs portes, mais les retards de l'aéroport ont fait plonger les demandes de réservation. La propriétaire de cet hôtel y a laissé une bonne partie de ses économies. J'ai 4 réservations jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors dites-moi, ils sont où tous ces touristes qui devaient envahir l'île ? L'inauguration de la ligne commerciale de Sainte-Hélène est un soulagement, mais il faudra du temps pour espérer un retour sur investissement, d'autant que le prix du billet est élevé, près de 900 € l'aller-retour depuis Johannesburg. Retour sur le drame de l'immigration qui se poursuit à travers le monde. Sur l'île grecque de Chios, le camp de réfugiés qui devait accueillir 800 personnes en contient 2300 et ces réfugiés sont exposés aux différentes intempéries. Sur l'île grecque de Chios, le site d'une ancienne usine d'aluminium fait office de camp de réfugiés. Il est conçu pour accueillir 800 personnes, mais ils sont actuellement plus de 2300 à s'y entasser.
Faute de place dans l'enceinte du camp, les derniers arrivés ont installé de petites tentes à l'extérieur et sont beaucoup plus vulnérables aux intempéries. C'est le cas d'Atboul Jamed, venu de Syrie avec sa femme et leurs 2 jeunes enfants. Il fait froid, c'est l'hiver, nous avons besoin de containers pour les enfants. Moi, ce n'est pas grave, mais j'ai des enfants et ma femme est enceinte. C'est difficile quand il pleut. Ces réfugiés sont approvisionnés en nourriture et en eau, mais certains disent avoir dû acheter leur tente, comme cet Irakien qui dit l'avoir payé 45 €. Et en attendant que leur demande d'asile soit traitée, pas de transfert possible sur le continent. Tout le monde attend et attend encore. Pourquoi? Mon bébé est malade. Pourquoi attendre? Je dois pouvoir l'emmener à l'hôpital. Au total, les îles grecques accueillent aujourd'hui 14 000 demandeurs d'asile. Un mot de gastronomie pour refermer ce journal. Le bœuf de Beaune a été servi pour la première fois dans les restaurants de la cité bourguignonne. C'est une viande persillée dans laquelle on retrouve un petit goût de cassis et de raisin. Reportage. Dans les tables d'Antoine et Dominique Guyon, un nouvel ingrédient bouscule les habitudes alimentaires des animaux. Là, c'est de la gêne de cassis et de raisin. Cette gêne est mélangée à la farine produite sur exploitation, à de l'épeautre. C'est cette ration-là qu'on donne aux bœufs de Beaune. Les bœufs de Beaune, ce sont eux. 2 charolais élevés avec soin pendant 40 mois. Un test pour les 2 éleveurs, c'est la première fois qu'ils nourrissent leurs animaux avec ces résidus de fruits. C'est vraiment des bêtes sur lesquelles on porte une attention un peu plus forte, parce que déjà on travaille déjà avec de la gêne, donc de la gêne qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est vraiment intéressant pour nous éleveurs de valoriser tout ce qu'on peut récolter dans la nature. La gêne, c'est ce qui reste après le pressage du raisin pour faire le vin, puis la distillation pour le marc de Bourgogne. Ajouté aux résidus de fabrication de liqueur de cassis, ça donne une alimentation sucrée et très goûtue, venue directement des vignes entourant la ville de Beaune. L'idée, c'était de mettre les 3 territoires un petit peu ensemble. C'est-à-dire qu'il y a l'Aussois où on fait beaucoup de viande, le territoire de Beaune et les Hautes-Côtes où il y a beaucoup de vignes, et le territoire de la Plaine et des Hautes-Côtes qui font du cassis. Donc en mélangeant les 3, ça permettait de faire un produit très local et sur la commune de Beaune qui est centrale. Une filière locale sur un territoire reconnu pour sa gastronomie, mais quel plus en termes de goût? Ce sont les chefs des restaurants locaux qui vont cuisiner la viande qui ont goûté les premiers. Verdict. On sent légèrement ce petit goût où on est un peu perdu sans savoir. On dit c'est des arômes naturels. Hein. Et quand on commence à nous expliquer comment a été engraissée la bête, on comprend maintenant cette différence. Une différence que les acteurs du projet souhaitent cultiver et créer, à la manière du bœuf de Kobe au Japon, une filière de bovins nourris au Grand Cru de Bourgogne. C'est la fin de ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À bientôt.